regardez Al 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance en Algérie, le président américain Donald Trump a adressé un message de félicitations au président Tebboune, souhaitant que la relation entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie continue de prospérer. Le chef de l'État algérien, qui a d'ailleurs reçu dans l'après-midi l'ancien président nigérian, président du Conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine. L'Algérie actera dès mercredi son adhésion au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est. Ahmad Attaf est en voyage officiel à Kuala Lumpur. Le chef de la diplomatie algérienne s'est d'ailleurs entretenu cet après-midi avec le secrétaire général de l'ASEAN. Et c'est une autre gifle que le régime marocain vient de se voir infliger. La société australienne Dyno Nobel annonce la fin des importations de phosphate en provenance du Sahara occidental occupé, mettant fin à des décennies d'implication australienne dans le commerce illicite de cette ressource contestée. À Gaza, des dizaines de civils palestiniens sont tombés en martyrs dans des bombardements des forces sionistes dans différents endroits de l'enclave palestinienne. En ce mardi, le bilan humain s'alourdit à 57 575 martyrs. Une enclave palestinienne assiégée où prolifèrent toutes sortes de maladies. Les médecins sont alarmés par l'augmentation des cas de méningite chez les enfants, une maladie extrêmement grave et potentiellement mortelle. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mardi un message de vœux de son homologue américain à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance, lui adressant ses chaleureuses félicitations. À cette occasion, le président Donald Trump a tenu à rappeler la pérennité du partenariat entre les deux nations, faisant notamment allusion aux avancées en faveur de la stabilité régionale dans la lutte contre le terrorisme et dans la sécurisation des frontières au service de la sécurité commune et des relations économiques bilatérales. Le président américain a par ailleurs souhaité dans son message adressé au président Tebboune de continuer à développer les relations qui unissent les deux pays dans plusieurs domaines. Monsieur le Président, au nom des États-Unis d'Amérique, je vous adresse mes chaleureuses félicitations à l'occasion du 63e anniversaire de la fête d'indépendance célébrée le 5 juillet. Alors que les États-Unis d'Amérique et l'Algérie célèbrent en même temps l'anniversaire de leur indépendance, il me plaît de rappeler à cette occasion le partenariat pérenne entre nos deux nations. Ensemble, nous avons accompli des avancées en faveur de la stabilité régionale dans la lutte contre le terrorisme et dans la sécurisation des frontières au service de notre sécurité commune et de nos relations économiques. Notre coopération s'inscrit aujourd'hui dans une étape visant à assurer un avenir plus sûr et plus prospère, aussi bien pour les Américains que pour les Algériens. Nous souhaitons que notre relation continue de prospérer, notamment dans le domaine commercial et des échanges culturels, car nous pouvons ensemble tracer les contours d'un avenir encore plus rayonnant pour nos deux pays. Le président Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs reçu ce mardi l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, président du Conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine, Olusegun Obasanjo, au siège de la présidence. Chargé par le président de la République, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, est arrivé ce mardi matin à Kuala Lumpur dans le cadre d'une mission officielle en Malaisie. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la participation du ministre d'État à la cérémonie de signature de l'acte d'adhésion de l'Algérie au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, prévu demain mercredi dans le cadre des travaux de la 58e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Durant son séjour, le chef de la diplomatie examinera avec son homologue malaisien les moyens de renforcer le partenariat et la coopération entre les deux pays.
Le chef de la diplomatie algérienne a dans ce contexte eu des entretiens bilatéraux avec le secrétaire général de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Khaoukim Ourn, à la veille de sa participation à la cérémonie de signature de l'acte d'adhésion de l'Algérie au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est. La rencontre a été consacrée à l'examen des perspectives de renforcement du partenariat entre l'Algérie et l'ASEAN à la lumière des valeurs communes que le pays partage avec cette organisation régionale et des relations bilatérales privilégié qu'Alger entretient avec ses États membres. Et sur le sol algérien, le tronçon Tindouf-Garage-Bilet de 135 km du méga-projet de ligne ferroviaire minière reliant le sud-ouest au nord du pays a été réceptionné lundi après-midi lors d'une cérémonie présidée par le wali de Tindouf, Mustafa Dahou, et le président directeur général de la société réalisatrice chinoise. Pour rappel, ce projet stratégique confié en réalisation à la société CRCC couvre une distance de 950 km entre Bachar et Tindouf sur un linéaire de 552 km projeté sur le territoire de la wilaya de Tindouf. Nouvelle victoire pour la cause sahraoui. La société australienne Dino Noble a officiellement annoncé la fin des importations de phosphate en provenance du Sahara occidental occupé, mettant un terme à des décennies d'implication australienne dans le commerce de cette ressource pillée par l'occupant marocain. Cette décision fait suite à plusieurs années de pression de la part du Front Polisario, des investisseurs et des militants des droits de l'homme qui ont appelé à l'arrêt des importations de phosphate en provenance des territoires occupés en raison de violations du droit international et des droits du peuple sahraoui. Nous saluons chaleureusement l'annonce de Dino Nobel de cesser d'importer du phosphate pillé dans le Sahara occidental occupé. C'est un jour historique pour tous les Sahraouis qui ont lutté pour recouvrer la souveraineté sur leurs ressources naturelles. Nous félicitons notre peuple inébranlable pour cette victoire et exprimons notre profonde gratitude au mouvement de solidarité australien qui n'a ménagé aucun effort pour défendre la vérité et le droit. Cette décision démontre que la pression populaire et institutionnelle fonctionne lorsqu'elle est conforme au droit international. Et nous appelons les autres entreprises et gouvernements qui sont encore impliqués dans le pillage des richesses de notre peuple à suivre l'exemple de l'Australie et à mettre fin à cette injustice historique. En invitant le Front Polisario à assister à son congrès tenu ce week-end, le parti espagnol d'opposition, le Parti populaire, vient de réhabiliter la position initiale de l'Espagne, celle du respect du droit international et de l'exigence de l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Une position qui a fait paniquer le régime du Merzen, dont l'appareil propagandiste n'a pas tardé à qualifier le parti espagnol d'anti-marocain. Selon un média du régime, le Parti populaire aurait adopté, je cite, une position anti-marocaine pour tenter de démontrer son opposition au soutien du gouvernement espagnol au soi-disant plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara, ainsi que pour embarrasser les socialistes et leur leader Pedro Sánchez. Le Maroc embourbé dans des affaires d'espionnage, le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a été convoqué devant le tribunal du district de Rotterdam dans le cadre d'une procédure pénale contre un officier de renseignement soupçonné d'avoir divulgué des secrets d'État au Royaume. Pour rappel, l'affaire concerne un ancien employé de 65 ans du coordinateur national néerlandais pour la lutte contre le terrorisme et la sécurité qui a été arrêté à l'aéroport de Schiphol en octobre 2023 alors qu'il tentait de se rendre au Maroc avec un grand nombre de dispositifs de stockage de données. La Libye, pays de transit pour des dizaines de milliers de migrants cherchant à rallier l'Europe, a annoncé ce mardi un plan pour lutter contre l'immigration irrégulière vers son territoire. Et c'est lors d'une réunion avec un commissaire européen et des ministres grecs, italiens et maltais. Selon le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dbeiba, une vaste campagne va être déployée avec le soutien de plusieurs pays pour lutter contre la traite des êtres humains, mettant l'accent sur la nécessité d'un soutien politique à
à la Libye de la part de l'Union européenne et des pays concernés par les flux migratoires. Le nombre de réfugiés ou de demandeurs d'asile sud-soudanais à franchir la frontière éthiopienne ne fait que croître en raison de la flambée des violences. Une situation alarmante qui nécessite la mobilisation de la communauté internationale pour venir en aide à tous ces déplacés et leur offrir une bonne prise en charge afin d'éviter une éventuelle crise humanitaire. Les détails sur Hila Kilal. Après avoir fui les combats et les violences, ces milliers de réfugiés sud-soudanais ont franchi la frontière de Muon dans la région de Gambela en Éthiopie. Épuisés après des jours de marche, dans des conditions chaotiques, ces femmes et ces enfants attendent d'être pris en charge par les humanitaires sur place et de recevoir de la nourriture d'urgence. Une distribution de biscuits à haute teneur énergétique qui leur permettra de retrouver des forces après des jours sans avoir rien mangé. J'ai pris la décision difficile de fuir avec mes enfants, laissant derrière moi mon mari impliqué dans les combats. Le voyage m'a pris 4 jours. Je ne pouvais pas marcher vite car je suis enceinte. La situation était si difficile que mes enfants sont tombés malades et moi aussi. J'ai failli faire une fausse couche. Pendant la guerre, les hélicoptères nous bombardaient, des enfants mouraient, nous devions fuir, nous souffrons, nous n'avons plus rien à manger. Ces réfugiés sud-soudanais ont été contraints de fuir leurs terres, laissant derrière eux leurs maisons et leurs fermes, sans aucun moyen de subsistance. Selon les chiffres du Programme alimentaire mondial, il serait quelques 50 000 demandeurs d'asile ou réfugiés à avoir traversé la frontière éthiopienne dernièrement. Et le nombre risque de grimper, d'où le besoin urgent d'une mobilisation internationale afin de répondre rapidement à leurs besoins et procéder au dépistage des cas de malnutrition. On estime qu'environ 50 000 demandeurs d'asile ou réfugiés ont franchi la frontière éthiopienne. Le PAM prévoit de leur fournir une ration alimentaire mensuelle régulière afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins alimentaires. La situation exige de toute urgence que la communauté internationale engage des ressources supplémentaires qui permettront de répondre aux besoins de ces personnes qui se trouvent dans une situation désespérée. Il serait, selon l'ONU, près de 8 millions de Sud-Soudanais, soit plus de la moitié de la population à souffrir d'insécurité alimentaire aiguë. Un tiers d'entre eux résident dans le nord-est du pays, une zone frontalière de l'Éthiopie ravagée par une flambée de violence. Les directions Raza où les cimetières de fortune s'entassent dans la bande alors que les raids d'agression sionistes redoublent d'intensité. Le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi ce mardi à 57 575 martyrs et 136 879 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 52 civils, hommes, femmes et enfants, sont arrivés dans les hôpitaux de l'enclave au cours des dernières 24 heures. Nouveau massacre sioniste visant un camp de déplacés. Au moins 35 Palestiniens, dont de très jeunes enfants, ont été assassinés dans un bombardement ayant ciblé le camp de Khan Younes au sud de la bande. Un camp abritant uniquement des tentes de civils déplacés qui n'ont plus de maison et aucun endroit sûr pour se réfugier. Et au moins 11 autres Palestiniens, dont 6 détenus récemment libérés, sont tombés en martyrs ce lundi dans des bombardements dans le sud de l'enclave, notamment à Rafah et à Khan Younes. À noter que plus d'une trentaine d'autres ont été grièvement blessés. Dans un service de l'hôpital Nasser à Khan Younes, des enfants souffrent de méningite. Le chef du département pédiatrie et maternité de l'hôpital a signalé près de 40 nouveaux cas admis au cours de la semaine dernière. Un chiffre conséquent compte tenu de la gravité de l'état du système de santé dans la bande assiégée. À Madame Zenzitouni. Au service pédiatrique de l'hôpital Nasser, le nombre de bébés atteints de méningite a décuplé ces dernières semaines. Inquiètes, les mamans ne quittent pas une seconde leur bébé, affaiblis par la maladie.
Une maladie dont le diagnostic est difficile, vu l'état du système hospitalier de l'enclave. La température de Shem a soudainement grimpé, elle est devenue raide comme un bloc de bois. Nous l'avons rapidement emmenée à l'hôpital. Ils ont prélevé un échantillon à 2 reprises, mais ils n'ont pas pu déterminer s'il s'agissait d'une méningite. Aujourd'hui, ils sont revenus pour prélever un échantillon et ont découvert qu'elle avait une méningite. C'est la 2e fois qu'elle l'a, à cause du déplacement, des temps et de la chaleur dans laquelle nous vivons. Il n'y a pas de lait et on nous demande d'allaiter. Comment une maman peut-elle allaiter si elle a faim ? Cette année, comme l'année dernière, à la même période, c'est-à-dire à partir du mois de juin et le début des grosses chaleurs, une vague de cas de méningite saisonnière a affecté l'enclave palestinienne. Selon les médecins, la malnutrition et la destruction du système d'assainissement dû au génocide en cours seraient les principaux facteurs de propagation de cette maladie. Près de 40 cas de méningite, parfois virale, parfois bactérienne, ont été admis au complexe médical Nasser. Cette augmentation est due à la malnutrition, à l'hypervitaminose et à la faible immunité des nourrissons. C'est la première cause. La deuxième est la destruction du système d'égout de Raza et l'eau insalubre à laquelle la population est confrontée, ainsi que la surpopulation, la mauvaise ventilation et les mauvaises conditions sanitaires. Bien qu'il existe 2 types de méningite, celle qui fait craindre le pire à Raza est la méningite bactérienne, qui se propage rapidement parmi les déplacés dans les camps surpeuplés. On constate une augmentation des cas de méningite chez les enfants. La méningite virale ne met pas la vie en danger. La méningite bactérienne, elle, est une maladie extrêmement grave et potentiellement mortelle. Le problème est que les hôpitaux ont beaucoup de mal à faire la différence entre les 2 méningites, car il manque du matériel de laboratoire, notamment des tests rapides. Ils doivent donc parfois utiliser leurs réserves limitées d'antibiotiques pour les 2. En plus des cas enregistrés à l'hôpital Nasser, le département de pédiatrie de l'hôpital pour enfants de Rantissi a enregistré des centaines de cas ces dernières semaines. Les médecins avertissent que les carences en vitamines et l'affaiblissement du système immunitaire augmentent la vulnérabilité chez les enfants. Négociations sur un accord de cessez-le-feu à Raza. Le Qatar, pays médiateur, a dit ce mardi avoir besoin de temps pour que les discussions indirectes en cours à Doha entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste aboutissent à un accord de cessez-le-feu. Au 3e jour des pourparlers, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari, indiquait que les médiateurs parlaient séparément avec les 2 délégations pour établir, je cite, un cadre pour les discussions. En France, ils sont de plus en plus nombreux à se soulever contre la solidarité inconditionnelle apportée par le gouvernement français à l'entité sioniste. Les syndicats sud-aériens et CGT Roissy ont appelé les travailleurs du secteur à refuser de charger une cargaison d'armes prévue ce mardi à l'aéroport Charles de Gaulle à destination de la Palestine occupée. Dans un communiqué, le syndicat refuse, je cite, catégoriquement de participer de près ou de loin à des opérations logistiques qui pourraient contribuer aux crimes actuellement commis à Gaza, dénonçant le génocide sioniste en cours dans la bande. Depuis des mois, la population civile palestinienne est victime d'un pilonnage intensif, d'un blocus total, de destruction massive, de milliers de morts et de déplacés. Cela s'appelle un génocide. Charger du matériel militaire à destination d'Israël, c'est contribuer à ces crimes. Refuser, c'est un droit. Obéir à un ordre injuste ou dangereux, ce n'est pas une obligation. Aucune hiérarchie, aucun contrat, aucun silence ne peut justifier la participation à des actes que chacun sait injustes ou inhumains. Chacun a le pouvoir d'agir. Parfois agir, c'est dire non. Conflit en Ukraine, la Russie a revendiqué lundi les frappes menées contre des centres de recrutement militaire ukrainiens. Selon le ministère russe de la Défense, les forces russes ont, à travers cette opération, frappé avec succès des installations d'assemblage et de stockage pour les drones d'attaque, des dépôts de munitions et des sites de stockage de carburant.
Et puis le Kremlin a déclaré ce mardi qu'il faudrait du temps pour clarifier quelles armes les États-Unis fournissent et fourniront à l'Ukraine. Et ce, après que le président Donald Trump ait déclaré que Washington devrait envoyer davantage d'armes à Kiev. On écoute le porte-parole du Kremlin. Concernant les détails des livraisons militaires américaines en cours en Ukraine, il faut encore du temps pour obtenir des éclaircissements définitifs. Les informations contradictoires sont nombreuses. Nous apprécions grandement les efforts déployés par les États-Unis et personnellement par le président Trump et son équipe pour engager des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes convaincus qu'il existe un fort potentiel entre la Russie et les États-Unis pour relancer les relations commerciales et économiques et lancer de nombreux projets communs. En Hexagone, nouveau dossier sensible pour le Rassemblement national. Le parquet européen a annoncé ce mardi avoir ouvert une enquête sur le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, ainsi que sur leurs alliés d'extrême droite à Bruxelles, soupçonnés de diverses irrégularités financières. Il s'agit d'un dossier différent de celui des 10 assistants parlementaires européens, pour lequel Marine Le Pen a récemment été condamnée en France à de lourdes peines, notamment d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Le parti français et ses partenaires sont suspectés d'avoir indûment dépensé plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024, selon un rapport de la direction des affaires financières de l'institution bruxelloise. Guerre commerciale, le président américain Donald Trump a déclaré lundi que la date d'entrée en vigueur des tarifs douaniers américains le 1er août était ferme, mais qu'il restait ouvert à des prolongations si les pays faisaient des propositions. On écoute. Avant de se quitter, retour en Algérie. Alger qui se positionne comme un hub stratégique du commerce intra-africain. La capitale algérienne a accueilli ce mardi l'Algeria High Level Roadshow, un événement économique majeur organisé conjointement par la Banque africaine d'import-export, le secrétariat de l'ASLECAF et la Commission de l'Union africaine. Une tournée de présentation de haut niveau réunissant des personnalités de premier plan du continent pour des discussions stratégiques sur la stimulation du commerce intra-africain. Les détails avec Maria Schouer. En marge de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine qu'arbitrera l'Algérie le mois de septembre prochain, un forum de haut niveau a eu lieu mardi réunissant la Banque africaine d'import-export, le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, la Commission de l'Union africaine et le gouvernement algérien. Ce forum illustre un engagement fort pour renforcer l'intégration économique et le commerce intra-africain. Le fait que l'Algérie accueille la 4e édition de ce salon témoigne de l'engagement ferme du gouvernement algérien envers l'importance de réaliser l'intégration économique africaine et de renforcer les initiatives de commerce intra-africain dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. La zone de libre-échange continentale africaine, pilier de l'agenda 2063, porte cette dynamique. La foire offrira aux entreprises algériennes une opportunité unique de conclure des contrats, nouer des partenariats et attirer des investisseurs. Il faut savoir que l'IATF est un mécanisme nouveau. Il est à sa 4e édition. C'est l'Algérie qui accueille la 4e édition. C'est un jeune mécanisme, il va se développer, il va s'enrichir, il va falloir qu'il fasse la preuve sur le terrain de son efficacité. Nous l'organisons en Algérie, c'est l'occasion pour nous de mobiliser les entreprises algériennes de telle sorte qu'elles puissent, c'est un événement commercial, de telle sorte que les entreprises puissent réaliser des contrats, tisser des partenariats, attirer les investissements, faire connaître le climat d'investissement en Algérie. Plus de 2000 exposants et 35 000 visiteurs issus de plus de 140 pays participeront à ce grand rendez-vous continental. Pour l'Afrique, l'heure est venue d'unir ses forces pour construire un marché africain solide et autonome. L'Afrique a besoin d'unir ses efforts et de capitaliser sur les réalisations accomplies jusqu'à présent pour renforcer le commerce intra-africain dans le cadre de l'accord de libre-échange continental africain. Cet accord offre au continent l'opportunité de parvenir
à l'émancipation économique, à l'autonomie et de construire non seulement l'Afrique que nous voulons, mais aussi celle dont nous avons besoin. Cet événement majeur confirme la montée en puissance du commerce intra-africain et l'engagement fort de l'Algérie et du continent pour une intégration économique réelle au service d'un développement partagé. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Allemande 4 News.